C'est ici chez moi. Youpi. Brooke Wilberger, une jeune femme de 19 ans, vivait dans l'Oregon au sein d'une famille nombreuse. Elle était la 5e d'une fratrie de 6. Elle brillait à l'école et avait un vrai talent pour le sport, notamment le basket, le snowboard et la course. À 16 ans, elle avait commencé à sortir avec Justine, l'un de ses plus vieux amis d'enfance. Tous deux étaient des membres très pratiquants de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Pendant que Justine accomplissait une mission de 2 ans pour l'Église, Brooke, elle, s'était inscrite à l'université Brigham Young, dans l'Utah. Petite, elle avait eu du mal à parler et n'avait réellement commencé à s'exprimer qu'à l'âge de 4 ans. Choisir BYU avait donc été en partie motivé par l'excellence de son département spécialisé dans les troubles de la parole. Elle rêvait d'aider les autres à dépasser leurs difficultés d'élocution et à retrouver confiance en eux. Selon sa famille, elle avait beau être douce et discrète, elle ne se taisait jamais quand quelque chose lui semblait injuste. Elle avait aussi dépassé les limites de sa petite communauté et voulait découvrir davantage. Elle se sentait prête pour la vie universitaire. Sa première année s'était très bien passée. Une fois cette année terminée, comme beaucoup d'étudiants, Brooke était rentrée chez elle pour l'été, décidée à gagner un peu d'argent pour les mois à venir. Sa sœur Stéphanie lui avait trouvé un emploi au Oak Park Apartments à Corvallis, à une 30aine de miles de la maison familiale. Stéphanie y habitait et y travaillait avec son mari, ce qui rendait l'arrangement idéal pour Brooke. Un petit boulot d'été facile à concilier avec une vie sociale bien remplie. Elle prévoyait de loger chez sa sœur quelques jours par semaine pour assurer ses services, puis de rentrer voir le reste de la famille. Nous sommes le 24 mai 2004. Le début de la semaine, un lundi doux et ensoleillé à Corvallis. Stéphanie et Brooke avaient eu prévu de déjeuner ensemble entre 2 services de Brooke. Vers 10 heures, Stéphanie aperçut sa sœur par la fenêtre, en train de remplir un seau pour nettoyer les éclairages extérieurs. Quelques heures plus tard, occupée à préparer le repas pour ses enfants et pour Brooke, elle leva les yeux vers l'horloge. Il était largement passé 13 heures. Brooke était en retard. Stéphanie prit ses enfants en plaisantant. « Bon, on part en mission de recherche. » Elle fit le tour des bâtiments, pensant que Brooke avait peut-être discuté avec un résident ou s'était plongée dans une tâche en oubliant l'heure. Mais soudain, quelque chose attira son attention et lui donna un mauvais pressentiment. Le seau d'eau que Brooke remplissait, ainsi que ses produits de nettoyage, étaient restés posés près d'un lampadaire. En s'approchant, Stéphanie remarqua aussi les tongs que Brooke portait ce jour-là. La petite bride en plastique, celle qui passe entre les orteils, était arrachée et les sandales étaient couvertes de boue. Stéphanie eut l'impression que Brooke avait été tirée de force, comme si on l'avait arrachée à l'endroit où elle se trouvait. Elle appela son mari et ils continuèrent à chercher encore un moment. Mais lorsque tous deux constatèrent que le téléphone de Brooke, son sac et son portefeuille étaient restés dans sa voiture verrouillée, peu après 3 heures de l'après-midi, ils comprirent qu'il fallait prévenir les secours. 911, what's your emergency? Yeah, I've got someone who's missing, a worker of mine that we can't seem to find. Missing from where? I'm the manager of the Oak Park Apartments, and this worker actually happens to be my sister-in-law. She's 19. When was the last time anybody saw her? Around 10:30. La police se montra aussitôt aussi inquiète que Stéphanie. Le lieutenant Ron Noble expliqua que, d'ordinaire, un adulte est libre de partir quand il le souhaite et qu'on attend généralement le lendemain pour s'alarmer. Mais dans cette situation, ce n'était absolument pas envisageable. Brooke n'était clairement pas le genre de personne à disparaître sans prévenir ni dire où elle allait. 2 résidents affirmèrent avoir entendu un cri ce matin-là, vers 10h30, mais personne n'avait réellement vu quoi que ce soit. En quelques heures, la nouvelle se répandit partout. Tandis que certains enquêteurs faisaient du porte-à-porte dans tout le complexe, d'autres s'occupaient de vérifier la liste des délinquants sexuels du secteur. Et comme il y en avait environ 2000, la tâche était immense. Les policiers voulaient naturellement parler aussi à son petit ami Justine. Mais il se trouvait aussi loin que possible. Il effectuait sa mission au Venezuela et toutes les personnes présentes sur place pouvaient confirmer qu'il s'y trouvait sans interruption.
Il pensait au mariage et Brooke lui avait souvent confié qu'elle rêvait d'une grande famille avec beaucoup d'enfants. Justin n'arrivait pas à croire que cela devenait sa réalité. Les enquêteurs l'écartèrent d'ailleurs presque immédiatement. Le capitaine Jonathan Saint-Simon expliqua que la situation était extrêmement éprouvante. Une communauté entière réclamait des réponses et tout le monde avait peur. Y avait-il quelqu'un dehors? Qui serait la prochaine victime? L'affaire de Brooke devint rapidement l'une des plus médiatisées de l'histoire de l'Oregon. Des centaines de bénévoles participèrent aux recherches et le FBI fut appelé en renfort. Des personnes affirmaient l'avoir aperçu aux 4 coins de l'État, parfois même au-delà. 2 jours plus tard, les enquêteurs reçurent un signalement concernant un homme nommé Sun-Koo Kim, qui devint rapidement une personne d'intérêt. Kim était un homme très réservé d'une trentaine d'années vivant à environ 80 miles de Corvallis avec ses parents. Il avait attiré l'attention lorsque l'on avait découvert qu'il volait des sous-vêtements dans plusieurs résidences universitaires et il avait été inculpé pour cambriolage. L'une des chambres qu'il avait cambriolées se trouvait justement à l'Université d'État de l'Oregon, à seulement quelques pas des Oak Park Apartments. La perquisition menée chez lui avait révélé des milliers et des milliers de sous-vêtements féminins. Pour les enquêteurs, un comportement pareil pouvait facilement évoluer vers quelque chose de bien plus grave. Juste avant le lever du soleil, presque une semaine après la disparition de Brooke, la police lança un raid au domicile de Kim. Sur son ordinateur, ils découvrirent des dizaines de milliers d'images et de vidéos à caractère sexuel, dont beaucoup montraient des scènes de viol, de torture et de mutilation. Ils trouvèrent aussi un fichier nommé OSU.doc pour Oregon State University. Ce document, rédigé après la disparition de Brooke, était profondément troublant. Une sorte de manuel expliquant comment commettre une agression à caractère sexuel et comment s'en sortir, précisant même les vêtements recommandés et ce qu'il fallait emporter avec soi. Mais rien dans ce fichier ne le reliait à Brooke. Malgré la solidité et l'inquiétude que représentait cette piste, Kim fut finalement écarté lorsque les données de son téléphone, de son ordinateur et plusieurs reçus montrèrent qu'il se trouvait chez lui, puis en train de faire des achats avec son père, au moment exact où Brooke avait disparu. Kim fut plus tard condamné à purger 7 années de prison pour divers chefs d'accusation, dont des cambriolages. Ses parents intentèrent également une action en justice contre les autorités, estimant que la manière dont les policiers avaient investi leur maison ce matin-là était excessive et terrifiante. L'affaire se conclut par un accord de plus de 300 000 $. Dans l'affaire de Brooke, les jours se transformèrent en semaines, puis bientôt en un mois, sans le moindre indice sur l'endroit où pouvait se trouver la jeune femme de 19 ans. Et évidemment, avec chaque journée qui passait, les chances de la retrouver vivante diminuaient statistiquement. Les enquêteurs reçurent toutefois un signalement concernant un véhicule aperçu à plusieurs reprises, une mini-fourgonnette vert foncé, peut-être un modèle datant de 1997. Les enquêteurs demandèrent également à un homme prénommé Brian de se manifester, car il avait auparavant appelé le 911 pour signaler ce même véhicule roulant dangereusement vite. Ils avaient reçu plusieurs témoignages décrivant ce qui semblait être la même fourgonnette circulant près de l'Université d'État de l'Oregon le jour de la disparition de Brooke. Un employé de l'université, Bob, rapporta qu'il avait vu ce minivan avec une plaque d'immatriculation du Minnesota sur le parking. Il avait observé le conducteur en train de parler à une étudiante et celle-ci avait été tellement effrayée qu'elle avait signalé l'incident à un autre membre du personnel. Une seconde étudiante expliqua que le véhicule s'était arrêté juste devant elle pour demander son chemin. Elle s'était rapidement éloignée lorsque l'homme était sorti et avait ouvert la porte arrière. Ces pistes semblaient prometteuses, mais il restait encore beaucoup à faire pour identifier la personne au volant et déterminer si elle était réellement liée à cette affaire. Avant longtemps, 6 mois douloureux s'étaient écoulés sans la moindre avancée. Les groupes de recherche s'amenuisaient peu à peu et la vie de chacun reprenait son cours. Enfin, au mois de novembre, à plus de 1400 miles de là, à Albuquerque au Nouveau-Mexique, la police reçut un appel présentant tellement de similitudes avec l'affaire de Brooke qu'il était impossible de l'ignorer.
Darin conduisait avec ses filles lorsqu'elles virent une jeune femme courir nue, hystérique, en traversant la route principale pour se diriger vers un restaurant dont elle tentait désespérément d'ouvrir la porte. Dara s'arrêta immédiatement et fit monter la jeune femme dans sa voiture. Il s'agissait d'une étudiante étrangère, âgée de 22 ans, originaire de Russie. En larmes, elle expliqua qu'elle marchait tranquillement lorsque quelqu'un l'avait saisie par derrière en lui plaquant un couteau contre la gorge. Un homme blanc, grand, massif, le crâne rasé et portant une barbe, l'avait tiré de force dans sa voiture, l'avait agressé sexuellement, puis attaché avec ses propres lacets de chaussures. Il s'était ensuite arrêté devant un complexe d'appartements et était entré dans l'un des logements. Par miracle, elle avait réussi à se libérer et s'était enfuie en courant, sans se retourner. Dara appela le 911 et donna la description de l'homme ainsi que celle de son véhicule très distinctif. Une voiture rouge à 2 portes, avec un intérieur fleuri assorti et une peluche suspendue près de la vitre. Les autorités identifièrent très rapidement un suspect, Joel Patrick Courtney, un père de famille marié, résidant dans une banlieue d'Albuquerque avec sa femme et leurs 3 enfants. Il avait été retrouvé à quelques rues de là, assis dans sa voiture, avec une pipe à crack et un couteau. Joel était en réalité un délinquant sexuel déjà condamné, ayant purgé une peine au début des années 1990 pour agression sexuelle, en plus de nombreux autres délits commis au fil du temps. À 38 ans, il avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à changer d'état et à enchaîner les petits boulots. Il avait vécu un peu partout, de l'Alaska à la Floride, en passant par le Nouveau-Mexique et l'Oregon. Peu de temps auparavant, sa femme Rosie avait demandé une ordonnance restrictive contre lui après qu'il l'eût étranglé. Sa sœur Dana racontait qu'enfant, il avait un quotient intellectuel digne d'un génie et semblait promis à un avenir brillant. Mais à seulement 11 ans, il avait commencé à consommer des drogues, de plus en plus dures avec les années. Durant l'adolescence, il s'était même passionné pour le satanisme. Il n'avait jamais terminé le lycée et avait fait des allers-retours dans des centres pour mineurs pour différentes infractions, y compris une agression sexuelle qu'il avait commise à 18 ans. Dana confiait aussi qu'il entrait parfois dans sa chambre en pleine nuit, l'étranglait et tentait de la violer. Selon elle, les choses semblaient s'être un peu apaisées lorsqu'à 23 ans, Joel avait rencontré Rosie et fondé une famille. Malgré les expériences terrifiantes qu'elle avait vécues avec lui, Rosie avait choisi de lui pardonner et d'essayer de maintenir leur relation. Mais après quelques années, il était retombé dans la drogue et l'alcool, et la situation avait replongé dans quelque chose de bien plus sombre. Au moment de son arrestation, Joel buvait toujours énormément, fumait du crack régulièrement et accumulait les arrestations pour conduite en état d'ivresse. Il fut rapidement inculpé pour le viol, l'enlèvement et les violences infligées à l'étudiante étrangère âgée de 22 ans. Pendant ces interrogatoires, un enquêteur particulièrement attentif ne pouvait s'empêcher de faire des liens avec la disparition de Brooke, une affaire désormais très médiatisée à des milliers de kilomètres de là. Brooke et l'autre étudiante se ressemblaient beaucoup physiquement, et leur enlèvement semblait s'être déroulé selon un schéma identique. Le détective appela alors le commissariat chargé de l'enquête de Brooke pour leur demander s'ils connaissaient Joel. Il s'avéra que le jour où Brooke avait disparu, Joel se trouvait précisément dans cette zone avec sa famille. Et lorsque Rosie appela Dana pour lui parler de son arrestation, la pensée de Dana rejoignit immédiatement celle des policiers. En raccrochant, elle se tourna vers son mari et murmura « Tu crois qu'il pourrait être mêlé à tout ça ? C'est impensable, et pourtant... » Elle n'osa pas terminer sa phrase, son esprit allant directement vers la jeune fille de 19 ans qui manquait toujours à l'appel. Dana expliqua qu'elle n'arrivait pas à le dire à voix haute, mais qu'au fond d'elle, quelque chose lui soufflait qu'il savait où se trouvait Brooke. « Bonjour, je suis Nathalie Marmy, en direct de General Hospital. Nous vous retrouverons plus tard, mais pour l'instant, voici les dernières informations concernant la disparition de Brooke Wilberger. Nous venons d'apprendre que la police estime désormais que Brooke a été tuée, et les enquêteurs pensent qu'un homme actuellement détenu dans une prison d'Albuquerque serait celui qui l'a assassiné. Même sans avoir retrouvé le corps de Brooke,
Elle était à présent considérée comme morte. Pendant que Joel restait en cellule, les enquêteurs ont passé des mois à rassembler des preuves contre lui. Lorsqu'ils ont réussi à localiser le véhicule qu'il conduisait à l'époque, surprise, c'était bien une mini-fourgonnette vert foncé. Le même type de véhicule que plusieurs témoins avaient vu rouler dangereusement dans le secteur. Une équipe de police scientifique l'a entièrement démonté, prélevant et analysant chaque élément. Après de très longs mois d'attente, les résultats sont arrivés et ils étaient sans ambiguïté. Au printemps 2005, l'ADN de Brooke a été formellement identifié dans le véhicule et plusieurs de ses cheveux blonds se trouvaient dans un élastique rangé dans l'un des sacs de Joel. Grâce à l'ADN, les enquêteurs ont également pu établir que Brooke avait été violée. Nous avons franchi une étape déterminante dans ce dossier. Le vendredi 29 juillet, la semaine dernière, le grand jury du comté de Benton a examiné l'ensemble des éléments relatifs à l'affaire Brooke Wilberger. Après avoir entendu toutes les preuves, le grand jury a rendu un acte d'accusation comportant 19 chefs d'inculpation visant Joel Patrick Courtney, âgé de 39 ans, 14 chefs d'accusation de meurtre aggravé selon différentes qualifications, 2 chefs d'enlèvement au premier degré, un chef de viol au premier degré, un chef d'abus sexuel au premier degré et un chef de sodomie au premier degré. Selon la loi de l'Oregon, la peine maximale pour meurtre aggravé est la peine de mort. Mais comme Joel faisait déjà face à d'autres poursuites au Nouveau-Mexique, il était peu probable qu'il soit extradé vers l'Oregon de sitôt. Il ne faut donc pas s'attendre à le voir devant un tribunal de l'Oregon dans les prochains jours, ni dans les prochaines semaines. Comme vous le savez, le prévenu a été arrêté le 29 novembre de l'année dernière à Albuquerque pour des faits similaires, mais sans lien direct avec notre affaire. L'enlèvement et la sodomisation d'une étudiante dans cet état. La grande différence entre ce dossier-là et le nôtre, c'est que la victime du Nouveau-Mexique a réussi à s'échapper, à survivre à l'agression et à prévenir la police. Joel Patrick Courtney fut donc officiellement inculpé de 19 chefs d'accusation, parmi lesquels meurtre aggravé, enlèvement, sodomie et viol. Le procureur expliqua que lorsqu'on lui avait présenté les documents, Joel avait passé l'après-midi à en rire avec les autres détenus. Et même s'il continuait à nier connaître Brooke, encore moins lui avoir fait du mal, sa mère raconta qu'au cours d'une visite, lorsqu'elle lui avait demandé en face s'il l'avait tuée, il avait marqué un silence avant de répondre. « Ils ne me tiendront jamais responsable de tout ça. » En janvier 2007, même si Joel affirmait que ses troubles mentaux le rendaient inapte à comparaître pour ce qu'il avait fait à Brooke, le tribunal a conclu qu'il était tout à fait capable de se présenter devant la justice. La mère de Brooke, Camille, a raconté qu'elle était en train de conduire lorsqu'elle a appris la nouvelle et qu'elle avait littéralement dansé autour de sa voiture de joie. Elle a dit n'avoir réalisé qu'après coup à quel point elle avait failli sombrer dans le désespoir à l'idée qu'il puisse échapper à un procès. Mais avant cela, il devait d'abord être jugé pour son agression contre la jeune femme du Nouveau-Mexique. Un habitant de Rio Rancho, inculpé de meurtre dans une affaire très médiatisée en Oregon, a été condamné à 18 ans de prison pour l'enlèvement et le viol d'une étudiante étrangère de l'Université du Nouveau-Mexique en 2004. Joel a fini par plaider coupable et a écopé de 18 ans pour enlèvement et viol. Lors de l'audience, il n'a cessé d'insulter la cour et le juge, déclarant n'avoir aucun respect pour eux, allant même jusqu'à dire qu'il lui cracherait au visage s'il en avait l'occasion. Les policiers racontèrent que plus il révélait sa véritable nature, plus leur détermination grandissait. Ils étaient convaincus qu'il finirait par dire où se trouvait Brooke et qu'il la retrouverait coûte que coûte. 5 ans après la disparition de Brooke, le procès de Joel avait été fixé au début de l'année 2010. Il risquait la peine de mort et les procureurs souhaitaient lui proposer un accord en échange de la restitution du corps de Brooke. Pendant des mois, il refusa, jouant avec tout le monde. Mais après plusieurs passages à tabac particulièrement violents infligés par d'autres détenus et incapable d'obtenir le moindre traitement contre l'anxiété, il commença à vouloir changer d'établissement pénitentiaire. Pendant tout ce temps, Joel avait utilisé le fait qu'il était le seul à savoir où se trouvait Brooke, se servant de cette information comme d'une arme tant qu'il n'avait rien à y gagner. Voici donc ce qu'il exigea.
Il souhaitait purger le reste de sa peine de 18 ans au Nouveau-Mexique, près de sa famille, puis être transféré en Oregon une fois cette condamnation terminée. Il voulait également que la peine de mort soit retirée. Tout le monde accepta. Et ainsi, Joel changea son plaidoyer pour coupable et accepta enfin d'offrir à la famille de Brooke ce qu'elle attendait et espérait depuis une demi-décennie. Les avis de recherche pour Brooke Wilberger ont commencé à être retirés plus de 5 ans après sa disparition. La police de l'Oregon avait enfin retrouvé les restes de cette étudiante de 19 ans. Le procureur général de l'État se trouvait à Eugene pour plusieurs raisons, mais la journée avait surtout été consacrée aux nombreuses questions autour de l'affaire Wilberger. John Kroger a salué le travail accompli par le bureau du procureur du comté de Benton. Il s'est dit satisfait du résultat obtenu, persuadé Joel Courtney de révéler l'emplacement du corps de Brooke dans le cadre de son accord de plaidoyer. Il a également souligné la manière dont le dossier avait été géré, malgré l'attention médiatique intense qu'il suscitait. Selon lui, il était essentiel non seulement d'assurer qu'il passerait le reste de sa vie en prison sans la moindre possibilité de libération, mais aussi de permettre que la dépouille de la victime soit retrouvée. Il estimait que c'était absolument fondamental. À une douzaine de milles à l'ouest de l'endroit où Brooke avait été enlevée, au bord d'une route abandonnée, ses restes ont enfin été découverts. Joel avait dissimulé son corps sur un terrain privé, caché sous un arbre tombé. L'identification a été confirmée grâce au dossier dentaire, mais aussi par sa mère, qui a reconnu la montre en argent qu'elle lui avait offerte pour Noël. Elle se souvenait parfaitement de ce cadeau. La famille de Brooke, toujours digne malgré tout, a exprimé un sentiment de gratitude, même envers Joel. Camille a déclaré « Nous sommes reconnaissants que justice ait été rendue et qu'il n'ait aucune possibilité de libération conditionnelle. Maintenant, il peut poursuivre ce qu'il lui reste de vie. » Devant la cour, Joel a reconnu les faits. Il a affirmé qu'il parcourait la région ce jour-là à la recherche d'une jeune femme. Il a admis avoir tenté d'enlever 2 étudiantes avant Brooke, celle qui avait déjà témoigné, et a été également inculpé pour ces tentatives. Mais lorsqu'il a aperçu Brooke, seule et en train de travailler, il a changé de stratégie et s'est fait passer pour un livreur. Une fois qu'elle s'est approchée du véhicule, il l'a menacée avec un couteau, l'a forcée à monter, l'a ligotée avec du ruban adhésif et l'a agressée sexuellement. Il l'a ensuite emmenée dans les bois, où il l'a gardée en vie toute la nuit avant de l'assassiner à coups de poing ou d'objets contondants. Il a expliqué qu'il n'avait même pas envisagé de la tuer avant de voir à quel point elle résistait et à quel point elle était forte. Il a avoué avoir caché son corps de manière à ce qu'il soit quasiment impossible de le retrouver sans ses indications. Peu d'informations ont été rendues publiques concernant l'endroit exact où le crime s'est déroulé dans l'affaire Wilberger. Les autorités affirment que les faits se sont déroulés dans les bois, dans le comté de Benton, dans la chaîne côtière. Et pour les habitants de cette région, ils disent qu'ils n'arrivent pas à croire qu'une chose pareille ait pu se produire dans leur propre arrière-cour. C'est vraiment une communauté agréable et des choses mauvaises, ça n'arrive jamais ici. Jamais. C'est un peu inquiétant de penser qu'il est passé par ici, qu'il aurait pu être là le lendemain ou la veille. Mark Skako possède le Blick Country Store, qui se trouve à environ 5 km de l'endroit où il pense que le crime a été commis. Il dit être surpris que cela ait pu se passer si près de chez lui. Certains d'entre nous ont même fouillé cette zone, parce que c'est une petite route abandonnée, et personne n'a rien vu. Donc, si quelque chose doit rester caché, ça peut l'être très facilement. Mais les nouvelles concernant Wilberger n'ont pas changé leurs sentiments à propos de Blythe. Nous adorons vivre ici, et nous sommes vraiment désolés que cela soit arrivé. Mais cela ne change pas notre attachement à la communauté. Et personne ne craint qu'autre chose soit dissimulée dans ces bois. Je ne vais pas faire mes valises et partir. C'est ma ville natale, et où que l'on aille, ce genre de choses peut arriver. Il ne s'est jamais excusé auprès de sa famille et n'a jamais montré le moindre signe de compassion ou de remords. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
Dana, la sœur de Joel, a déclaré « Dès les tout premiers soupçons d'un lien possible, le noyau de notre famille est resté convaincu que, même si nous aimons Joel, nous répondons à Dieu avant tout et nous nous engageons à nous rendre disponibles pour la recherche de la vérité et l'éclaircissement des faits et des événements. » Notre première prière, le 30 novembre 2004, était « Père Dieu, nous te demandons que, si Joel est responsable de cela, il dise la vérité et que Brooke soit retrouvé. Quand j'ai appris que la vérité avait été révélée et que le corps de Brooke avait été retrouvé, j'ai pleuré. Les émotions sont mêlées, mais je suis tellement reconnaissante que la famille Wilberger puisse enfin avoir la résolution qu'elle cherchait avec tant de persévérance. Et même si cela n'a jamais été confirmé, le FBI pense fortement qu'il pourrait être un tueur en série, ayant identifié 3 victimes supplémentaires en Oregon que Joel aurait pu agresser sexuellement et tuer. La procureure a dit qu'elle n'avait rencontré qu'une seule autre personne qui lui avait donné la même sensation glaciale parce qu'elle était tellement malveillante. Le tueur en série Richard Ramirez. C'est vraiment tout un élan collectif, non seulement à Corvallis, mais dans tout l'Oregon. Tout le monde s'est mobilisé. Camille Wilberger monte sur l'estrade du centre Lel Stewart à Corvallis et adresse ses remerciements les plus sincères à toutes ces personnes, parfois même des inconnus, qui ont soutenu la famille pendant des années pour aider à retrouver sa fille Brooke. D'une manière ou d'une autre, chaque habitant de Corvallis semble lié à cette affaire. L'histoire est restée profondément ancrée dans la ville pendant de nombreuses années, au point d'émouvoir encore aujourd'hui les anciens bénévoles. J'ai passé plusieurs journées à marcher pour la retrouver, confie l'un d'eux. Les organisateurs affirment qu'il ne fait aucun doute que cet événement a marqué un tournant pour Corvallis. Nous ne voulons pas que notre communauté ni que chacun d'entre nous soit défini par une tragédie, explique-t-il. Pour les années à venir, Camille Wilberger dit attendre non pas une forme de clôture, mais plutôt un nouveau départ, fondé sur tout l'amour qui leur a été montré depuis si longtemps. En tant que famille, nous avons beaucoup de projets. Chacun avance, fait de bonnes choses, essaie simplement d'aimer les autres et de faire ce que Brooke aurait fait. Brooke est passée en l'espace de quelques minutes du nettoyage des lampadaires de rue en attendant le déjeuner avec sa sœur à un véritable cauchemar. Sa sœur Stéphanie a confié « Je pourrais avoir 80 ans et toute ma vie derrière moi. Je ne crois pas que je pourrais un jour repenser à ce qui lui est arrivé et être en paix avec cela. Le temps n'effacera jamais ça. » Elle ajoute qu'elle rêve d'un jour où elle ne revivrait plus sans cesse ce matin de 2004 en se demandant ce qu'elle aurait pu changer. Aurait-elle seulement pu changer quelque chose? C'est un cycle de pensées épuisant. Camille explique que la douleur est toujours bien plus profonde que ce que quiconque peut imaginer. Dans notre famille, nous avons souvent comparé cela à un iceberg. Ce que le public voit paraît déjà immense et déchirant, mais ce n'est rien comparé à ce que nous portons à l'intérieur. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne et nous aider à continuer à créer du contenu, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner. Cela nous aide énormément et nous vous en sommes très reconnaissants.